On va faire un petit jeu. La question est, seriez-vous prêt à voter pour un programme politique élaboré par une IA? J'ai eu une longue discussion avec ChatGPT et Claude à ce sujet et je vais vous expliquer pourquoi je me suis posé cette question. En gros, à la base, quand j'ai écrit La face cachée du web, je voyais plutôt d'un mauvais œil la montée du big data et l'idée d'être gouverné par des chiffres, des machines. Mais en fait, à force d'interagir avec elle, notamment parce qu'elle m'aide à m'améliorer en philosophie, parce que je trouve qu'elle m'aide à progresser dans la sagesse, petit à petit, je commence à me demander de plus en plus si elle ne serait pas meilleure que nous pour nous gouverner. Après, c'est un exercice qui a de nombreuses limites. Je vais vous expliquer ça après plus en détail. Mais je trouve qu'il a quand même son intérêt. Alors, je passerai assez rapidement sur ces slides-là. Ce qui m'intéresse plus, c'est la politique que ChatGPT propose. Et c'est là-dessus que j'aimerais avoir votre avis et voir ce que vous en pensez par rapport aux autres partis, aux autres programmes des partis principaux, pardon. Et donc je vous dirai, moi, ce que je pense de cette idée, et ce que je voterai pour le programme d'une IA. Et ce sera une vidéo en deux parties. Ensuite, je me suis un peu amusé. Dans les prochains épisodes, on va passer les programmes des partis politiques au pipotron pour voir un peu dans quelle mesure ils sont crédibles ou pas et ce qu'on peut en déduire sur la politique en général. Donc en fait, là, ce que je vous propose, c'est de faire de la métapolitique. Donc de faire bouger les lignes du cadre dans lequel le jeu politique se joue. Et je précise, avant de démarrer, que bien que j'ai mes propres préférences politiques, je ne cherche en aucun cas à influencer votre vote pour ces élections. Et vous le verrez, j'essaye d'être le plus transparent possible pour vous montrer comment j'ai procédé et comment j'ai essayé de rester neutre le plus possible. Alors, il faut que je commence par reposer rapidement le cadre dans lequel je me situe. Pour moi, nous sommes dans une phase de l'accélération de l'histoire et de la technologie et de la société, si vous voulez, en général, tout s'accélère. On est dans la période d'adolescence technologique, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir de la technologie, mais on n'a pas la sagesse de manipuler ou de maîtriser ce pouvoir. Donc c'est une période dangereuse. Et de plus, j'estime que nous sommes en post-démocratie, c'est-à-dire que la démocratie a été la forme institutionnelle adaptée à l'accélération de l'histoire à un moment donné. Donc le régime féodal n'était plus adapté pour traiter les problèmes nouveaux qui se posaient à la société du fait de son accélération permanente. Et de même, maintenant, je pense que la démocratie est dépassée, qu'on va vers autre chose. Pour l'instant, faute de mieux, j'appelle ça la post-démocratie. On verra bien l'histoire, comment elle appellera la nouvelle forme de gouvernement qui émergera de tout ça. Donc, partant de là, j'ai un regard forcément assez critique sur les jeux politiques. Donc, chaque parti prétend servir les intérêts du pays pour être élu, mais dans la pratique, en vrai, ils défendent deux choses. D'abord, les intérêts catégoriels de leurs électeurs, qu'ils font passer, ou qu'ils essayent de faire passer donc pour les intérêts du pays, et deux, les intérêts de leurs bailleurs de fonds. Parce que les campagnes, ça coûte très cher. Parfois, les bailleurs de fonds sont les électeurs, mais pas toujours. Donc, il faut tenir compte de ce facteur. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux en face, que c'est mieux du côté des électeurs, que ce sont des oies blanches qui font tout ce qu'elles peuvent pour voter du mieux qu'elles peuvent. Non, pas du tout. Mais ça a été bien étudié aussi. C'est ce qu'on appelle l'ignorance rationnelle. C'est le fait que, en fait, pour un électeur, étant donné le poids de son vote dans le résultat final, qui est epsilonesque, négligeable, eh bien, ça ne vaut pas le coup de s'investir outre mesure dans l'étude des programmes des partis politiques pour décider rationnellement du meilleur programme pour le pays. Donc, en gros, c'est un peu à la tête du client par rapport à une thématique principale où on se dit qu'on va pouvoir grappiller quelques améliorations. Et je crois qu'en moyenne, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. J'ai rencontré une personne qui a étudié tous, ou en tout cas la plupart, des programmes des partis politiques, et c'est vraiment la seule. Hein. Et encore, c'est quelqu'un qui aime se prendre la tête. Hein. Donc, grosso modo, cette situation nous amène petit à petit, parce que l'histoire s'accélère, parce que les gens finissent toujours par comprendre le système en cours et en tirer parti, peu importe comment il a été conçu à la base, et l'entropie, hein, si vous voulez, tout simplement. On se retrouve aujourd'hui avec de plus en plus d'hooliganisme, donc c'est-à-dire défendre ses opinions politiques avec véhémence, avec violence,
qui se traduit dans la société par une polarisation de plus en plus grande, qui va jusqu'à potentiellement du séparatisme. Alors là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est François Hollande, ancien chef de l'État, qui en parlait, ou aussi certains analystes parlent d'archipélisation. Bref, la société se fragmente, s'atomise. C'est un peu comme un attelage avec les chevaux qui commencent à partir chacun de leur côté. Donc je pense qu'on atteint les limites de la démocratie. Et en tout cas, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Donc pour moi, pour passer cette phase sans trop de dégâts, donc d'adolescence technologique, on va avoir besoin de sagesse collective. Et de plus en plus, je me dis que les IA peuvent être la clé de cette sagesse collective, même si, encore une fois, je comprends les réticences que vous pouvez avoir à cette idée, puisque je les partage. Hein. Et donc je me dis, il faut faire l'exercice, voir ce que ça donne, plutôt que simplement s'en remettre à ce qu'on pense a priori. Alors avant de vous présenter les résultats, il faut que je vous explique les biais du travail que j'ai fait, qui est un micro-test, si vous voulez, pour voir si est-ce que ça vaudrait le coup de creuser plus la question ou pas. En vrai, il faudrait mettre, je pense, pour faire ça proprement, des gros moyens derrière, des moyens que je n'ai pas à titre individuel. Donc, comment j'ai fait pour simplifier la problématique? Déjà, j'ai pris les 3 grands partis en lice, ceux qui ont une chance d'obtenir le pouvoir aux prochaines élections. Ensuite, je me suis focalisé sur la question économique. J'aurais pu mettre l'entièreté des programmes de chaque parti pour les évaluer, mais je me suis concentré sur la question économique. Ça a ses avantages et ses défauts, mais bon, voilà, vous êtes au courant. Je ne suis pas parti sur les questions plus sociétales, religion, immigration, sécurité, inégalité, etc. Donc ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais là, pour l'instant, donc, comme je vous disais, j'ai juste discuté d'économie. Je précise, pour moi, pour bien que ce soit clair que je n'essaie pas de vous faire voter pour l'un ou pour l'autre. Je vais vous donner mon avis sur ces 3 partis. Donc ça, c'est le parti étatiste d'extrême droite. Ça, c'est le parti étatiste d'extrême gauche. Et ça, c'est le parti étatiste d'extrême centre. Voilà comment je vois les choses. J'avais dit dans une vidéo précédente, pour moi, ce sont des gestionnaires, ce ne sont plus des vrais politiciens. Ils n'ont pas de vision de l'histoire. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Mélenchon, au moins, en a une. Mais bon, ils viennent gérer la situation dans le cadre actuel. Donc, rapidement, comment j'ai procédé? En fait, je les ai mis dos à dos. C'est-à-dire que j'ai demandé à l'IA de juger le programme de chaque parti d'après les critères des autres partis, pour rester neutre. J'ai demandé, juge le programme du nouveau Front Populaire d'après la politique d'Ensemble. Ensemble pour la République, le parti la coalition de Macron. Et j'ai fait pareil pour tous les cas. Ici, c'est la critique que le Rassemblement national adresse à Ensemble, etc. etc. Ensuite, j'ai demandé à l'IA de se mettre dans la place d'un économiste, qui aurait pour intérêt la prospérité économique du pays. Et après, bon, si vous voulez aller voir toute la discussion, je la mets en lien. Et je suis parti aussi, j'ai oublié de le dire, le point de départ, j'ai demandé à Perplexity, qui est donc une IA qui est branchée sur un moteur de recherche, qui évite les effets d'hallucination qu'il y a dans les LLM, pour lui demander donc de synthétiser les points clés des programmes économiques de chacun. Ensuite, je vais demander d'évaluer comment les catégories de population voteraient pour les différents partis. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est pas ce qui est le plus intéressant. J'ai un peu tâtonné. Et en fait, ça m'a mené à la question suivante. Justement, cette histoire des intérêts catégoriels, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des intérêts qui sont partagés par tous? Certes, un immigré n'aura pas les mêmes intérêts qu'un non-immigré. Un jeune n'aura pas les mêmes intérêts qu'un retraité. Un aisé n'aura pas les mêmes intérêts que quelqu'un des classes populaires, etc., etc. Donc, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des intérêts qui sont partagés par tous? Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Donc, stabilité économique, ouais, ça je suis assez d'accord. Accès à l'éducation et à la formation, ça aussi, ça me paraît plutôt une bonne chose dans le contexte actuel où l'économie avance vite et il faut être en capacité de se reformer rapidement. Les soins et la santé. Alors ça, si les gens ne sont pas en bonne santé, c'est sûr que l'économie va en souffrir, et la vie en général, pas que l'économie, mais là, encore une fois, j'étais focus sur l'économie. Des infrastructures modernes, là c'est pareil, la sécurité sociale, l'environnement durable, et donc les soucis écologiques, c'est pareil. D'un point de vue économique, en fait, on doit tenir compte du réchauffement et des contraintes écologiques, et justice et équité, ça c'est pareil aussi. S'il n'y a pas de sentiment de justice, l'économie va en pâtir. Donc tout ça, en fait, je suis plutôt très d'accord avec ces suggestions.
précise ici, je vous renvoie à la vidéo sur l'état de droit pour expliquer qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule conception de la justice. Et quand je dis ça, ce n'est pas une question philosophique, c'est une question politique. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule et unique justice, ou en tout cas, elle est en train d'évoluer, ou en tout cas, pour le moment, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, cette question. Bon, bref, donc, qu'est-ce qu'elle m'a proposé? Donc, je lui ai demandé, en gros, ça serait son programme. Le problème, c'est que ce programme, même s'il pouvait faire consensus, il n'est pas forcément applicable ou difficilement applicable dans le cadre politique actuel, qui amène aux dérives que j'ai évoquées en début de vidéo. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ce cadre. Et donc elle propose démocratie délibérative, donc plus d'assemblées de citoyens, de forums de discussion, de proportionnel. Ensuite, utilisation de l'IA pour la gouvernance. Ça, c'est la partie qui m'a semblé la plus pertinente. Le reste, c'est un peu lénifiant dans le sens, c'est plein de bonnes intentions, mais dans la pratique, après, comment on y arrive? Fiscalité équitable, ben oui, qui serait contre? Innovation et recherche, ben oui, qui serait contre? Égalité des chances, qui serait contre? Soutien aux minorités, ah oui, là, j'en dirai un mot après tout à l'heure là-dessus. Mais bon, grosso modo, je me suis dit, ouais, d'accord, très, très bien. Je pense que ça pourrait plaire éventuellement, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vraiment cette partie-là où j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de nouveau. En tout cas, des idées que je n'ai pas vues discuter nulle part. Donc là, elle propose que l'IA puisse être utilisée pour faire de l'analyse et de la prévision, de la modélisation et de la simulation. Et là, j'ai immédiatement pensé à ce que fait Nvidia en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer une plateforme de modélisation du système climatique mondial qui aujourd'hui est fait à une granularité qui est au-dessus du kilomètre, et là, ils veulent passer à l'échelle de 10 mètres, c'est-à-dire être capable de modéliser le climat, la météo, la planète en temps réel à l'échelle d'une rue. Et en fait, on pourrait utiliser la même chose pour faire des prévisions économiques. Donc évidemment, les modèles, ce ne sont que des modèles. C'est pareil pour le climat. On est face à des systèmes chaotiques qui sont intrinsèquement imprévisibles. Par contre, on peut avoir une certaine visibilité dans un horizon de temps limité. Du genre, la prévision météo, bon ben voilà, on y arrive aujourd'hui à horizon de 3 jours par exemple, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas où ça en est maintenant. Et avec les IA, on pourrait passer à un horizon peut-être plus lointain, peut-être qu'on arrivera à 1 mois de prévision à peu près, je ne sais pas. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'appliquer ça doit sûrement exister déjà, mais pour modéliser l'économie. Et donc, l'idée, c'est que ces modèles, ensuite, une fois qu'on les a calibrés, on les améliore petit à petit, parce que les IA vont s'améliorer, parce qu'elles vont apprendre petit à petit en observant les différences entre leurs prévisions et ce qui se passe réellement. Donc là, aujourd'hui, on a un outil qui pourrait nous permettre d'évaluer l'impact de certaines politiques d'une manière beaucoup moins biaisée et imprécise que ce qu'on fait actuellement. Alors c'est sûr que ça pourrait être dangereux, ce genre d'outil. Ça, je n'en disconviens pas. Mais une IA qui pourrait nous dire, augmenter tel impôt ou faire passer telle mesure, ça va avoir tel impact dans la société, sur les marchés, ça pourrait déjà nous indiquer si c'est faisable ou pas, si c'est crédible ou pas. Alors ça demanderait des moyens, mais je trouve personnellement que c'est une idée intéressante. Ensuite, l'autre proposition, c'est la budgétisation participative. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça n'existe pas. Donc, j'ai participé à des conseils municipaux, la marge de manœuvre, elle est minimaliste, et grosso modo, on est surtout là pour être des chambres d'enregistrement, pour dire oui, ok, on a vu, il n'y a pas de fraude. Mais concrètement, on a vraiment très peu d'influence. Alors que on pourrait imaginer un système où chacun décide d'allouer des finances publiques à tel et tel domaine. On pourrait mettre le curseur, chacun décide, moi je veux mettre tant sur l'éducation, tant sur la défense, tant sur les infrastructures. Et même l'IA, elle pourrait dire, voilà, si tu choisis ces paramètres-là, les impacts prévisibles, a priori, ça risque d'être ça, ça et ça. Et chacun pourrait choisir en connaissance de cause. Bon là, je rêve un peu. Et après, on ferait la moyenne de tout ça. Plutôt que, en fait, comment ça se passe aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est élire des représentants qui eux-mêmes, en fait, n'ont que très peu de pouvoir, au fond, parce que derrière, il y a des lobbies qui, justement, calculent toutes ces politiques. Et il y a beaucoup de contraintes. D'ailleurs, je vous invite à voir à ce sujet la vidéo de Grand Angle sur son évaluation des politiques proposées par les 3 grands partis actuels. Il explique, grosso modo, et je pense qu'il a raison, que soit les partis, peu importe lequel, qui arrivent au pouvoir, se plient aux exigences des marchés, et donc réduisent un peu ou beaucoup leurs ambitions, soit ça va mal se passer. Parce qu'en fait,
c'est assez simple à comprendre, hein. Les politiques actuelles qui ont été mises en place depuis des années et des années ont été faites en empruntant de l'argent à l'étranger. Donc à partir du moment où on demande des finances à d'autres pays, évidemment qu'on les fait participer à nos choix, indirectement. Ils ont leur mot à dire. Parce que s'ils décident d'arrêter de nous financer, on n'a plus les moyens de nos politiques. Donc là, on est au moment où tout va se décider. Donc la budgétisation participative, ça permettrait à chacun de donner son avis. Et aussi de dire, oui ou non, est-ce qu'on emprunte à l'étranger ou pas? À qui on emprunte? On pourrait imaginer ça aussi. Donc bref, vous voyez un peu l'idée. Donc moi, le programme, dans l'ensemble, je le trouve pas si mal. En tout cas, je trouve qu'il répond au cahier des charges initial, c'est-à-dire l'intérêt du pays, et non pas les intérêts catégoriels des uns ou des autres. Alors ici, je fais une petite parenthèse sur le soutien aux minorités. Pour moi, ce mot-là ne veut plus dire grand-chose, parce qu'au final, j'ai beau réfléchir, qu'est-ce que ça signifie être de la majorité aujourd'hui? Parce que les catholiques ne se sentent pas être la majorité, les libéraux ne se sentent pas être la majorité, les musulmans ne se sentent pas être la majorité, les gens de la campagne ne se sentent pas être de la majorité, les retraités ne se sentent pas être de la majorité, les jeunes non plus, enfin bref, qui se sent être de la majorité? Alors évidemment, on pourrait dire, les Français de souche sont de la majorité, soit, mais les Français de souche, c'est une catégorie qu'on oppose aux immigrés, et les Français de souche, sont eux-mêmes divisés entre eux, entre ceux qui sont pour et contre l'immigration. Bon, je simplifie, hein, ok. Donc finalement, personne ne se sent être majoritaire, j'ai l'impression, moi, dans ce pays. Ni à droite, ni à gauche, ni au centre, ni nulle part. Si je me trompe, ça m'intéresse que vous me le disiez, mais finalement, tout le monde peut se réclamer d'une minorité ou d'une autre. Et là, typiquement, ce que je fais dans ce cas-là, donc là, je ne l'ai pas fait, mais typiquement, ce que je fais, c'est que je pose la question à ChatGPT. Je lui donne mes objections, je lui dis qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là. Et c'est là souvent où ça devient très intéressant. Et c'est là où on peut, je trouve, faire avancer des questions politiques, du point de vue de l'intérêt collectif, évidemment. Alors après, la question que je lui ai posée, c'est, ok, admettons que ce système soit mis en place, admettons aussi qu'il ne plaise pas à tout le monde. Donc on peut imaginer, pareil, il y a des gens qui sont mollement contre, bon, ils s'en satisfont, ils aimeraient mieux. Il y a des gens qui sont contre, mais qui se contentent de le dire, et puis il y a des gens qui agissent, qui sont véritablement contre, et qu'il faut gérer. Et parmi ceux qui agissent, il y a ceux qui sont modérés et ceux qui sont pas modérés. Donc j'ai posé la question, comment elle gérerait la contestation? Et quelque part, c'est là où je trouve qu'on commence à toucher un peu du doigt la potentialité des IA en termes de sagesse. J'ai été assez surpris par la réponse, la qualité de la réponse. Donc il n'y a pas de réponse, j'envoie les CRS pour taper sur les gens. Et évidemment, une IA est neutre. On pourrait la programmer pour qu'elle fasse ce genre de réponse, hein. Mais en tout cas, là, par défaut, voilà ce qu'elle nous propose. Donc dialogue et consultation, mais à chaque fois, elle est capable de donner les avantages et les inconvénients. Elle reconnaît que ça peut être long et coûteux. C'est ça que je trouve très intéressant. On sort justement du discours politicien qui cherche à nous vendre quelque chose, une solution, sans jamais nous parler des contreparties, des coûts, des risques. En entreprise, chaque décision passe par une grille coût-bénéfice-risque. En politique, il n'y a jamais ça, hein. C'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, et voici la meilleure solution pour tout le monde. Là, avec les IA, pour peu qu'on sache les interroger correctement, on peut avoir toutes ces nuances épistémologiques qui font qu'on a une approche, je trouve, plus mature. Ensuite, par exemple, elle propose aussi des mesures compensatoires ou d'accompagnement. Mais elle dit, attention aux coûts supplémentaires et au risque de créer des attentes. Donc là, après, on pourrait continuer, lui poser la question, d'accord, et qu'est-ce qu'on fait si ça crée des attentes, comment on gère cette situation, etc., etc. Et je trouve qu'on sort des débats stériles qu'on a tout le temps en politique. Et vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Donc ensuite, elle propose éducation et sensibilisation, mais avec le risque de ne pas convaincre les sceptiques. Ça, on va en reparler dans la prochaine vidéo sur les pipotron, sur cet aspect du potentiel de persuasion des IA. Des politiques de réévaluation, mais qui peut donner une impression de manque de direction, et mettre en place des médiateurs pour faciliter les négociations. Donc voilà, avec aussi encore là des bémols. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long, il y aurait beaucoup plus de choses à dire et à creuser, et là, ce n'est que un dialogue entre moi et ChatGPT. On pourrait pousser l'exercice beaucoup plus loin en automatisant les questions, les orientations et la création d'un programme en utilisant des agents.
Donc les agents, en fait, ce sont des pilotes des IA, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, qui permettent de les interroger en continu et même de faire dialoguer différentes IA entre elles. On pourrait dire à un agent, va récupérer sur Internet les programmes politiques de tous les partis, prends-moi le meilleur de chacun de ces partis, fais-moi une synthèse, ensuite tu rajoutes les objections qu'on pourrait élever, tu rajoutes les résistances au changement de la société, etc., etc. Et ensuite, on pourrait nourrir cet agent et cette IA petit à petit en lui disant, bah voilà, j'ai débattu à tel endroit et on m'a objecté ça, qu'est-ce que tu réponds, comment tu améliores ton programme, etc., etc. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'être dirigé par une IA? Alors là, je l'ai fait dans le cadre national. En gros, on remplace les politiques actuelles à l'échelon national. Mais évidemment, il y a bien d'autres possibilités. Pour ma part, ce que je conclus de ce petit exercice, c'est que même si on ne vote pas pour un parti qui est officiellement dirigé par une IA ou dont une IA est au centre, je pense que les partis vont de plus en plus utiliser les IA, comme je viens de le faire, pour trouver des idées, pour répondre aux contestations, pour élaborer leurs programmes, même éventuellement pour évaluer leurs programmes. Donc les IA, elles seront derrière. Par contre, je ne pense pas qu'elles seront là dans l'intérêt général. Ils le feront pour les intérêts de leurs électeurs, ou de leurs bailleurs de fonds. Alors moi, personnellement aussi, je suis mitigé par rapport à l'idée d'être dirigé par une IA, et je réfléchis beaucoup à ça, et je me dis, d'abord, à titre personnel, c'est difficile d'être confronté à un programme aussi neutre et bienveillant, presque, j'ai envie de dire. Je suis comme tout le monde, je suis séduit par des discours qui défendent mes intérêts personnels. D'autre part, je ne suis pas du tout persuadé que nous sommes dans la forme ultime du système politique et qu'on ne va pas trouver mieux. Ça, j'en parlerai dans des prochaines vidéos à venir. La démocratie, c'est la gouvernance par démos le peuple, mais on pourrait imaginer plein d'autres formes de cratie, de gouvernement. On pourrait mettre la compétence plutôt que le peuple. On pourrait mettre la sagesse, la vérité. Bon, je ne sais pas, il y a plein d'autres formes de gouvernance qui sont imaginables. Je n'ai pas la liste en tête, mais... autre chose. Donc, pour moi, je ne ressens pas l'impératif de conserver à tout prix le système actuel, qui de toute manière, comme je l'ai expliqué, est déjà en train de muter vers autre chose. Si tant est que nous ayons le choix dans ces mutations, c'est pas dit non plus. C'est peut-être des forces qui nous dépassent. En tout cas, je ne suis pas particulièrement attaché à l'idée de démocratie. Mais, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur la post-démocratie, il y a une question d'échelle dans cette histoire. La démocratie, telle qu'elle a été inventée par les Grecs, se pratiquait à l'échelle de la cité. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle de la cité, il y a du commun. On partage les mêmes sources d'eau, on partage les mêmes routes, les mêmes rues, pardon, on partage la même armée pour se défendre, et en plus, les gens se côtoient et peuvent se connaître les uns des autres, pour de vrai, parler en vrai, en face à face, entre eux. La démocratie athénienne, c'était ça. Donc là, on pourrait très bien imaginer un système hybride où les IA s'occuperaient, par exemple, de certains échelons, l'échelon planétaire, l'échelon continental, l'échelon même d'une langue, pourquoi pas. On n'est pas obligé de conserver les frontières des nations. On pourrait s'occuper d'un échelon religieux. Et après, nous, on pourrait décider de conserver la démocratie participative et entre humains à l'échelon d'une ville. Ou d'une région peut-être, à un échelon plus petit, plus humain. Parce que de toute manière, c'est la thèse vers laquelle je me dirige, et je pense que les événements vont donner raison à cette thèse petit à petit, qu'à grande échelle, les humains sont nuls pour faire de la politique. On est dépassé, il y a trop d'informations à gérer, c'est trop complexe. Vous imaginez quelqu'un comme Macron, le nombre de sujets différents sur lesquels il est sollicité tous les jours? Il ne peut pas être expert de tout ça, ça n'a aucun sens. Donc évidemment, il n'est pas tout seul. Mais c'est un petit peu comme l'histoire du nombre de Dunbar. Les humains ne sont capables de conserver des relations sociales significatives qu'avec environ 150 personnes. Au-delà, ça dépasse nos capacités mentales. C'est comme si je vous demande de mémoriser une suite de chiffres, vous allez pouvoir en mémoriser entre 6, 7 et 8. Si je vous demande de mémoriser une suite de 50 chiffres, sauf si vous êtes vraiment entraîné pour cette tâche, vous ne pourrez pas le faire. On est limité cognitivement, et ces limites, les IA ne les ont pas. Donc la réponse que je vais donner, ça va être un oui et un non. Pourquoi faire simple? Non, si c'est une IA
associée à un parti politique. Oui, si c'est une IA qui est censée prendre en charge une problématique. J'espère que vous voyez la nuance. On pourrait mettre en place une IA pour lui dire, toi, tu as en charge la prospérité économique du pays. On pourrait mettre en place une autre IA et lui dire, toi, tu as en charge la sécurité des rues. Minimiser le nombre d'agressions dans les rues. On pourrait avoir une IA en charge de, il faut améliorer la santé des gens. Et ensuite, ces IA, elles interagiraient les unes avec les autres. Et là, si on a des IA avec des missions comme ça, alors oui. Mais des IA dans les mains des partis politiques, alors là, absolument pas. Donc voilà, ça sera ma conclusion personnelle. Sincèrement, ce n'est pas pour faire monter ma vidéo sur l'algorithme de YouTube. Votre avis m'intéresse sur ces questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice que j'ai réalisé? Est-ce que ça vous a fait un peu changer d'avis ou pas? Est-ce que vous pensez que la politique, ça doit rester dans les mains des humains absolument? Ou est-ce que vous envisagez aussi, comme moi, de confier certains sujets à des IA? Et dans la prochaine vidéo, qui est la suite en fait, parce que pour moi, ça n'a été qu'une seule grosse discussion avec ChatGPT, mais je l'ai découpé en deux. On va passer les programmes politiques des trois grands partis au pipotron, et on va faire aussi un exercice de rhétorique. Enfin, on va demander à ChatGPT de faire un exercice de rhétorique. Vous allez voir, c'est marrant. C'est d'expliquer le programme du Rassemblement national dans des termes compréhensibles par le nouveau Front populaire. Montrer au nouveau Front populaire en quoi la politique du Rassemblement national, rejoint la sienne. En gros, l'idée, c'est de demander à l'IA, persuade quelqu'un de gauche de voter à droite et vice-versa. Évidemment, l'idée, c'est de faire l'exercice dans les deux sens. Et vous allez voir ce qu'elle répond, vous allez pouvoir juger de son niveau de persuasion. Donc voilà ce qu'on va faire dans le prochain épisode.